Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Yvan, directeur général de France de Flixbus, et puis Kélian, cofondateur de Toucan Touco, pardon, excuse-moi, autour d'un thème qu'on a voulu volontairement un peu provocateur, un peu percutant, qui est sexy ou non, comment recruter. Alors on vient de remarquer dans ces différentes interviews et témoignages que être sexy, c'est pas forcément ce qu'on attend au premier sens du terme. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que être sexy, ça peut être une boîte. Pour certains collaborateurs, ils disent c'est une boîte en croissance. Pour certains, c'est simplement danser la salsa. Et puis pour certains, c'est aussi peut-être trouver l'aventure qui lui correspond. Alors on se rend compte derrière que le mot sexy, il peut y avoir souvent le mot aussi attractivité. Et justement, c'est vous qui allez pouvoir nous parler un petit peu de ça, parce que c'est vrai que vous, dans un secteur d'activité qui n'est pas forcément sexy, vous avez justement réussi à être attractif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment s'est opérée cette démarche, et puis parce qu'on ne devient pas évidemment attractif du jour au lendemain. Kélian, si on peut commencer par toi. La première chose, c'est qu'on en a pris conscience assez vite, en fait, parce que quand on a vu nos petits copains du B2C qui avaient un pipe de candidats beaucoup plus important. Alors nous, pour un peu planter le décor, on est en B2B, on fait de la data, on fait du logiciel. Enfin voilà, j'ai dit plein de gros mots là déjà. C'est des choses qui, au premier abord en tout cas, sont pas des choses qu'on a tout de suite en tête. Ouais, c'est pas les choses qu'on va tout de suite rechercher, je pense, quand on est candidat. Et donc, première chose, c'est en prendre conscience, être conscient de ça. Et toi, quand tu as monté ta boîte, avant même de monter ta boîte, tu avais déjà conscience de ça? Non, enfin là, tu le découvres assez vite en mettant une offre et en attendant quoi. T'attends, il se passe rien, tu te dis il y a quelque chose. Donc là, c'est le fait d'en être conscient et de l'accepter et de se dire ok, c'est la première voie, je pense, sur le fait de rechercher autre chose à mettre en face quoi, du coup. Tout à fait. Et donc là, on commence à poster des offres, on voit qu'il n'y a pas forcément de réponse. Et là, comme tu dis, il y a une prise de conscience et on réfléchit, on se dit qui sommes-nous? Et là, tu commences à dire, est-ce qu'on doit poser des valeurs? Est-ce qu'on doit commencer à penser à un discours? Alors, je ne sais pas si je vais vous faire du storytelling à l'américaine en vous disant, oui, le premier jour, on savait qui on était, on est parti, etc. Par exemple, il y a un des mots-clés qui est l'authenticité, où en fait, on s'est aperçu qu'on faisait vraiment une boîte à notre image, et je m'aperçois que c'est l'histoire qui est racontée partout en Silicon Valley, dans les bouquins, des mecs qui racontent leur boîte, etc. Mais je ne l'avais pas lu, en fait, avant de le faire. Ouais. Et je me suis juste aperçu qu'on faisait quelque chose, tout simplement on proposait un produit, que ce soit de la feuille de poste jusqu'au poste en lui-même, qui consistait à proposer quelque chose qu'on aurait voulu avoir soi-même. C'est tout bête, ça paraît, mais j'ai pas vraiment envie d'avoir un entretien de recrutement où je me fais bâcher. En fait, je le propose pas à un candidat, quoi. Ouais. Tout bête. J'ai envie d'avoir une feuille de poste claire, un peu où il n'y a pas de mots bullshit. J'en mets pas dans la feuille de poste, etc. Ça, c'est truc tout bête, quoi. Et à la limite, donc se mettre à la place du candidat, tout simplement. Toi, c'était ta première démarche, en fait, te dire je vais un peu me recentrer un peu sur qui j'étais avant et ce que moi, mes aspirations, ce que je voulais avant, et donc de te mettre à la place du candidat. C'est un peu bateau quand tu le dis comme ça, de dire je me mets à la place du candidat, mais en fait, je pense que c'est couplé au fait d'avoir des positions très fortes et de dire dans une feuille de poste, moi par exemple, je pense que les mots bullshit, en fait, faut les bannir. Et plutôt que d'écrire un mot hyper conceptuel, en fait, je n'ai pas forcément d'exemple, mais plutôt que d'écrire un mot conceptuel, acquisition, je sais pas quoi, tu écris en fait, tu vas faire en sorte que des clients nous contactent sur notre site web et fassent des demandes de démo. Voilà, il y a une formulation plus courte, je pense. Ça, en fait, ça rend le truc très concret. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi. Ouais. Et donc, les premières offres, quand je les ai écrites, je les fais naturellement, tu vois, sans y penser. Maintenant, avec l'analyse, je me dis, oui, en fait, il faut faire ça et j'essaie de le transmettre, quoi. Est-ce que tu as dû inventer, entre guillemets, ton champ lexical, une sémantique particulière, justement, pour attirer les talents qui te correspondent? Oui, et je pense qu'en fait, tu l'inventes après, en fait, avec un exercice de définition des valeurs. Ouais. Je pense que c'est pas, tu le fais pas tout de suite. Pour planter le décor aussi, nous, en toute humilité, on est une 40aine de personnes, donc on n'a pas encore vu tout le film. Ouais. Je pense que la particularité qu'on a, c'est qu'on est autofinancé. Donc en fait, au lieu d'avoir une croissance en pic où on lève des fonds 3 millions d'euros et puis on est 40 3 mois plus tard, nous on prend 2 personnes par mois depuis 18 mois.
Et donc en 2016, par exemple, j'ai compté, on a intégré une trentaine de personnes avec les stagiaires qui rentrent, qui sortent. On était 6 au tout début. Enfin, début 2016. Donc ça, c'est très très particulier. C'est qu'on a aussi eu le temps, je pense, de la réflexion. C'est-à-dire le temps de... on est 6, et puis après on se voit 6 mois plus tard, on se regarde et on se dit tiens, on est 15, 18, puis 6 mois plus tard on est 25, et à chaque fois on se dit ok là, par exemple pour les prochains recrutements, est-ce qu'on a besoin de tel ou tel truc? Ça nous permet de mettre les choses en place. Je pense que pour nous ça a été une chance incroyable. Je crois que si on avait fait du 10 à 40 du jour au lendemain, on aurait perdu quelque chose, quoi. On aurait perdu cette authenticité que j'exprime ici. Justement, on y reviendra à cette authenticité. Toi Yvan, justement, comment ça se passe chez Flixbus? Alors bonjour à tous. Nous c'est un peu une histoire un peu différente. Déjà la première raison c'est que moi je suis un employé avant d'être un fondateur. D'ailleurs je suis pas fondateur de la filiale française. Donc je suis passé par ce parcours d'être embauché par l'Allemagne. Et autant vous dire, alors Flixbus pour ceux qui connaissent pas, c'est un opérateur de cars, c'est les cars Macron. C'est une boîte qui est beaucoup plus tech en réalité qu'une boîte de transport, mais ça, les gens ne le savent pas forcément. Et effectivement, moi, ma première réaction quand j'ai entendu parler de Flixbus, c'est non, mais je vais certainement pas aller bosser dans une boîte de bus, quoi. C'était vraiment le truc qui m'avait jamais traversé l'esprit. Et donc, j'ai eu à faire face à ces a priori, à ces préjugés, avant même moi-même d'intégrer la boîte. Donc, j'ai eu ce parcours un peu initiatique. Et quand il a fallu qu'on commence à recruter, ce qu'on a fait très vite, disons que je connaissais déjà un peu les pièges du truc. Donc avec les équipes qui étaient en place et celles qui nous ont rejoints très vite, on a compris qu'il fallait qu'on se différencie beaucoup dans notre discours. Ce qui n'était pas le cas quand toi tu as été recruté. On va dire que j'ai été recruté par l'Allemagne, qui est notre maison mère. Il y avait déjà une culture d'entreprise assez forte et une façon un petit peu de s'adresser aux employés, ou en tout cas aux futurs employés, de façon un peu différente. Mais c'était pas très bien ancré, c'était pas très établi, quoi. Donc il a fallu quand même qu'on bosse dessus et qu'on adapte ça aussi au marché français, parce que c'est toujours un peu différent culturellement. Et donc voilà, donc on a eu à faire face à cette problématique et à se dire, donc on a un produit qui en réalité est très différent de ce que les gens pensent. On a un projet d'entreprise qui est de révolutionner le transport, ce qui est quand même pas rien. Et ça peut paraître un petit peu comme ça présomptueux quand on en parle de façon courte. Mais il faut qu'on arrive à faire prendre conscience aux gens qu'on veut recruter que c'est vraiment un projet qui est super sympa, que c'est un mode de transport qui est révolutionnaire malgré tout, parce qu'il permet à des gens de voyager, à des gens qui n'avaient pas les moyens de le faire, qui permettent de désenclaver des régions qui étaient enclavées. Enfin, donc il y a plein de choses presque sociétales autour de ce projet, et on s'est dit ça, il faut qu'on le porte au niveau des employés, et en tout cas des prospects, des gens qu'on cherche à faire venir. Et donc c'est ça en fait, il y a quand même un enjeu social, sociétal, et puis un enjeu IT qui n'était pas du tout identifié. Exactement. Quand toi tu as postulé et tu te dis c'est ça. C'est là-dessus qu'il faut qu'on joue, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup aider les gens à prendre la décision, au moins de venir voir ce que c'est. Et nous en fait on a cette problématique que probablement beaucoup de boîtes ont. Enfin, on avait cette problématique de dire, une fois qu'on a fait venir les gens en entretien et qu'on a la possibilité de parler en toute transparence, de leur expliquer notre projet, de leur expliquer qui on est. Donc Flixbus, en 2 mots, c'est pas une boîte de transport, c'est une boîte tech. On est 1500 employés, c'est 300 ingénieurs. Donc voilà, c'est important de pouvoir le dire et d'avoir l'opportunité de l'expliquer. Et donc on avait vraiment cet enjeu finalement de donner aux gens l'envie de venir passer les entretiens, de nous rencontrer, et ensuite on va dire que le gros du boulot est fait, parce que notre discours il est sympa, parce que les équipes sont jeunes, parce que c'est une vraie boîte tech, et parce que c'est pas du tout une boîte de car comme les gens peuvent se l'imaginer. Donc il y avait vraiment cet enjeu de réussir à axer un discours pour faire prendre conscience aux gens que on était différent en réalité de ce que les gens avaient en tête. Et alors justement, quand vous avez commencé à acter le fait que vous étiez différent, c'était vraiment pour vous une force, on peut d'ailleurs comparer un peu le recrutement, enfin un peu avec votre produit, il y a des forces et des faiblesses, vous avez pris conscience que le secteur d'activité est une faiblesse en termes d'attractivité, mais justement vous étiez une force, votre boîte vous était une force, donc vous avez eu un discours différent. Quelques exemples un peu qu'il y a. Il y a quelque chose qui est assez frappant chez nous et qui est très clair quand on commence à expliquer notre business model par exemple aux gens. Et moi ça m'a fait cet effet-là quand j'ai rencontré les fondateurs en Allemagne. Il y a souvent un tournant, c'est-à-dire que les gens se disent ah ok, donc en fait vous n'êtes pas du tout une boîte de car, vous êtes une plateforme techno avec un modèle qui est ultra disruptif, avec des valeurs qui sont des valeurs aussi très très fortes. On voit un petit peu un changement dans le regard des gens à ce moment-là qu'on est en face de nous, et c'est vraiment typiquement un vrai turnaround pour nous quand on a ces entretiens, quoi. Ouais.
Donc parler du business model, parler de la success story des fondateurs, c'est aussi quelque chose qui, je pense, dans toutes les boîtes, fait un peu rêver. Flixbus, c'est une boîte qui a 4 ans, qui est née en Allemagne en 2013. Aujourd'hui, on est 1500 employés. On est présent dans 26 pays. C'est une boîte qui est rentable au niveau groupe, ce qui est absolument incroyable dans l'univers du transport. Donc il y a plein de choses, effectivement, plein de messages à véhiculer. Qui vous rendent sexy, ouais. Et qui nous rendent sexy. Exactement, il y a un vrai avant et après avoir pu caler des éléments qui sont hyper importants à nos yeux et qui le sont aussi en réalité pour les candidats. Oui, donc en fait, moi, on a de temps en temps certaines entreprises qui nous disent qu'ils sont un peu complexées d'ailleurs par le fait d'être pas forcément justement, c'est peut-être ce qu'on est en train de nous dire justement en ce moment, dire on n'est pas sexy. Mais en fait, c'est vraiment, ils pâtissent vraiment, à mon avis, un peu biaisé par le secteur d'activité, mais vraiment, je pense que c'est le message que vous êtes en train de dire ce matin, c'est que justement, il ne faut pas voir ça comme ça. Et je pense que justement, il faut presque en jouer, en fait, c'est une force, c'est une faiblesse qu'on a transformée en force, c'est que nous, on est les premiers à rigoler sur le fait, je viens de le faire, sur le fait que c'est pas sexy à la base, que sur les 60 employés qu'on a, ça serait intéressant de faire un sondage, on l'a jamais fait, mais combien se sont dit avant de venir passer l'entretien, mais c'est quoi cette boîte ? Et finalement, je pense que ça a créé une vraie surprise et ça a créé un vrai effet positif qui est probablement beaucoup plus fort que quand on va passer des entretiens dans des boîtes dont on sait à l'avance à quoi s'attendre et où finalement il n'y a pas de surprise mauvaise ou bonne, mais du coup ça crée un petit peu une voilà. Et moi encore une fois j'ai cette propre expérience de m'être dit j'ai un avant et après mes entretiens à Munich avec les fondateurs où j'y suis allé en traînant des pieds en me disant bon ok j'y vais parce que je suis curieux, j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble et je suis sorti de là en me disant bon faut absolument qu'ils m'embauchent quoi. Kylian, ils vont parler de transparence, toi tu nous parlais d'authenticité. C'est vrai que quand on vient chez vous, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une forme d'honnêteté, de sincérité dans la manière dont les collaborateurs vous parlent. Est-ce que tu crois que c'est né justement des dirigeants ou justement ça a été plutôt amené par vos collaborateurs qui ont compris aussi qu'il fallait amener un petit touch un peu sexy dans la boîte? L'origine, oui, je crois que c'est nous parce que quand on était deux par exemple, a priori c'est forcément nous qui amenons ça pour les premières personnes. Après, là j'ose espérer qu'on l'a transmis et suffisait. Enfin, je pense qu'on l'a transmis puisqu'en fait on est nous maintenant très très en aval dans les processus de recrutement et je constate avec un grand plaisir que les gens qui en fait sont sélectionnés par les collaborateurs correspondent à cet esprit, ont une forme d'authenticité, la revendiquent, etc. Oui, la revendiquent parce que finalement aujourd'hui c'est quand même vos ambassadeurs. Enfin, les collaborateurs aujourd'hui, c'est comme une manière aussi, c'est pour eux un support. En plus de vous dire voilà, sinon en plus on arrive à avoir des ambassadeurs dans la boîte qui arrivent à véhiculer, évangéliser que la boîte et dire que nous on est attractif et sexy, c'est quand même un gros plus. Et oui, ça l'est clairement. J'ai même une anecdote, on peut réussir à avoir des ambassadeurs, qui sont des gens qui ont essayé d'être recrutés, des anciens candidats. Qui en fait peuvent devenir eux-mêmes des ambassadeurs. Le dernier recrutement qu'on a fait, c'est simple, c'est le conjoint de la personne qu'on a recruté qui a parlé de Toucan Toco à son conjoint, qui est devenu ambassadeur parce qu'elle avait passé les entretiens. On l'avait débouté pour des questions de compétences, d'expérience sur des sujets, mais qui a dit ok, va voir cette boîte parce qu'ils sont très bien. Ouais, donc en fait on peut quand même montrer que même pour un candidat qui forcément fait pas l'affaire pour tel ou tel poste, garder comme une image hyper positive. Ils vont tous les dire quelque chose. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est clair que les employés c'est les premiers ambassadeurs et nous chez Flixbus on a 20% des gens qui sont cooptés. Par des employés en place et effectivement finalement c'est 20% des employés actuels qui ont été cooptés et c'est vrai que ça veut dire deux choses, ça veut dire que les gens a priori sont contents de bosser chez nous, sinon ils ne nous recommanderaient pas auprès de leurs proches et la deuxième chose c'est que pour nous c'est le meilleur gage finalement de qualité des employés, c'est à dire que quand on recrute quelqu'un qui a été coopté, on a beaucoup moins de chances de se planter en réalité sur la personne parce que on a déjà beaucoup de signaux qui sont ouverts et ça facilite grandement le recrutement des deux côtés quoi. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez frappant en fait. Tu disais aussi tout à l'heure, on essaie d'en enrayer un petit peu de nos faiblesses. Évidemment, il y a une quête de sens dans ce que vous faites. Quand vous allez chercher, quand vous êtes des candidats en interview ou en entretien, est-ce que vous leur parlez tout de suite de cette quête de sens en disant voilà, nous on a un projet aussi sociétal, social, on travaille avec des PME. C'est même probablement la première chose qu'on dit avant presque de parler du job en lui-même, parce que on a des valeurs qui sont super fortes, on a ce projet d'entreprise qui est très fort. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi d'ailleurs? Alors, nos valeurs, c'est évidemment la transparence,
gouvernance, ce qu'on disait, il faut aussi bien entre employés qu'avec les clients, qu'avec tous les gens avec lesquels on bosse. C'est l'authenticité, mais qui va avec. C'est effectivement cette volonté finalement de vouloir changer les choses. Encore une fois, sur un secteur qui est assez peu mouvant, enfin en tout cas qui n'a pas beaucoup évolué depuis 50 ans. Alors le transport et la mobilité c'est un peu différent, mais en tout cas moi je parle de l'autocar en lui-même. Donc il y a vraiment cette volonté commune qu'on doit avoir de vouloir changer les choses, et on se bat tous les jours pour ça. En plus on est sur un secteur qui est hyper compétitif avec des acteurs en place qui sont des acteurs très traditionnels. Donc il y a vraiment des valeurs communes qui doivent exister, et c'est pour ça que c'est probablement par ça qu'on commence nos entretiens, parce que les gens qui partageraient pas ça ou que ça boosterait pas, finalement ils ont pas grand chose à faire chez nous, et on n'a pas envie forcément de passer 5 entretiens avant de commencer à en parler, parce que ça aurait pas de sens, quoi. Donc vous parlez du sens et la quête de sens au sein de l'entreprise avant même le job. Voilà, c'est vraiment donc quête de sens, et puis évidemment on explique un peu plus qui on est, et c'est ce que aussi sans faire votre pub, mais c'est aussi ce que vous nous apportez, parce que finalement la possibilité de communiquer différemment via des médias RH, aujourd'hui avant elle était quasiment inexistante, et c'est un bon moyen aussi justement d'expliquer différemment qui on est et ce qu'on fait. Pareil, en quête de sens, c'est pas forcément évident non plus. Quand on arrive chez ton concours, on se dit peut-être qu'on va faire de la data, on va faire l'ingénierie, puis finalement, il y a quand même, on peut donner du sens à son métier, à son job, chez vous. Ouais, alors je pense que nous, ce qu'on essaie d'envoyer comme message, on est une bonne bande d'intello. Très clairement, on est sur un truc qui est assez pointu, parce qu'un sales chez nous va pas vendre qu'à des RH ou à des marketeurs. Il va vendre à des RH, à des marketeurs, à des directions générales, à des directions innovation, etc. Et ça c'est vrai pour tous les métiers chez nous, et donc on essaie d'envoyer ce type de message. Moi dans l'histoire il y a eu vraiment un avant et un après définition des valeurs et publication de ces valeurs sur le site. On a un peu hésité au début. Je sais qu'il y a des boîtes qui gardent les valeurs et qui disent nous en fait on les explique, mais quand les gens sont là, etc. Nous on l'a publié, on s'est exprimé beaucoup dessus, et ça a fait vraiment beaucoup de bien, parce que déjà en fait ça permet de savoir si les gens font leurs devoirs. C'est-à-dire si ils ont un peu bossé, ils préparent leurs entretiens, et s'ils préparent leurs entretiens, moi j'aime bien approfondir une valeur, approfondir un point en particulier, et ça on peut le faire très très vite, et on voit si en fait il y a une vraie adhésion au projet, etc., ou si c'est très superficiel. Une valeur chez nous, c'est par exemple Each One Teach One. Donc là, c'est une valeur sur la pédagogie, sur le fait qu'on peut tour à tour être. Moi, j'entends apprendre des choses des stagiaires qui viennent d'arriver, et j'entends leur enseigner aussi des choses. C'est ça que ça veut dire. Et ça, en fait, c'est très facile à tester, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est un avion de chasse, mais qui est en fait assez individualiste et qui transmettra pas son savoir, vous le découvrez assez vite, et vous pouvez même l'établir avec lui et dire ok, en fait, c'est pas chez nous, quoi. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on utilise les valeurs. Il n'y a pas une utilisation méthodique, mais c'est une discussion qui vient vraiment, vraiment rapidement, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi souligner que c'est pas forcément un avion de chasse finalement qui va peut-être vous correspondre, mais c'est plus quelqu'un vraiment qui vous correspond autrement sur ses appétences, justement à transmettre et à partager. C'est la même chose pour eux. Ouais. Je vais pas faire effectivement apporter de scoop, mais effectivement nous on a aussi cet esprit d'équipe qui est hyper important. Il faut absolument que les gens soient aptes à bosser ensemble. Il n'y a pas du tout de place, par exemple, dans une boîte comme Flixbus pour l'individualisme, ou les gens qui ont des super forts égos et qui sont pas prêts effectivement à partager. On a chez nous une façon de bosser qui est un peu en chaîne, c'est-à-dire que toutes les équipes dépendent les unes des autres, comme dans n'importe quelle boîte, mais c'est encore plus vrai chez nous, et donc il n'y a vraiment pas de place pour des profils qui ne correspondraient pas à ce qu'on cherche, et on fait vachement attention au recrutement, on y passe beaucoup de temps, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que nos équipes RH sont très intégrées chez nous. C'est pas l'équipe RH, c'est pas une équipe qui est enfermée dans un petit bureau avec son imprimante pour pouvoir imprimer ses trucs dans son coin. C'est vraiment une équipe qui est dans l'open space, qui fait partie intégrante des équipes, et du coup je pense que ça les aide aussi beaucoup à s'imprégner de la culture, à comprendre ce que les équipes opérationnelles
recherchent et ce dont elles ont besoin. Et du coup, je pense qu'effectivement, des deux côtés, d'une part, pour elles, pour ces équipes-là, c'est plus simple d'avoir à l'esprit qui il faut recruter. Et à l'inverse, pour nous aussi, c'est un gage de qualité dans les recrutements qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est aussi une clé de ne pas isoler les équipes RH au sein des boîtes, mais vraiment les mettre au centre en fait, des open space ou en tout cas des discussions et des échanges. Ouais. Kylian, je crois que on parlait de DRH. Il me semble que vous n'avez pas justement de RH chez vous, que c'est plutôt dis-moi on un peu plus. On a fait un choix assez, un peu par hasard au début, mais maintenant que j'assume parfaitement, on n'a pas du tout d'équipe RH. Donc les recrutements que j'évoquais tout à l'heure, on les a fait pratiquement sans recruteur extérieur, et on les a fait en fait avec l'équipe marketing. Donc là aujourd'hui chez nous c'est 3-4 personnes. Alors pourquoi cette volonté justement d'avoir mis l'équipe marketing Alors le pourquoi, je sais, j'ai pas d'autre réponse que en fait c'est naturel. Tu parles de marque employeur, tu fais de la communication, tu commences à avoir des événements, tu peux faire de l'acquisition. Pour moi, c'est tout le vocabulaire en fait du marketing. Donc, de manière un peu candide au début, je l'ai relié directement à l'équipe market et on le faisait avec le market. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça permettait de transposer des choses que tu faisais pour tes prospects, de les transposer directement à tes candidats qui sont, comme tout à l'heure, tu as utilisé le mot prospect, ça montre en fait qu'il y a une vraie perméabilité en fait, entre les deux univers. Et donc des choses qu'on a essayé, par exemple on accueille des meet-up de développeurs, on a commencé accueil, je parle pas d'organisation, je parle d'accueil, on dit on file la salle. Puis un jour on s'est dit mais si on faisait la même chose pour des meet-up de business, de mecs qui sont susceptibles de nous acheter. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire la même chose. Et ça, c'est une idée qu'on a eue parce que c'est l'équipe market en fait qui vit du coup dans ces deux univers et qui a pu en fait transposer quoi. Donc pour moi, le recrutement, c'est marketing. Oui, et puis tu dis que la marque employeur, que c'est un peu transposé avec le besoin de la réputation de l'entreprise. Tu dis voilà, les meilleures personnes pour parler de la marque et de travailler notre réputation, c'est le marketing, c'est ça. C'est clair. Et c'est vraiment, alors là j'ai fait un raccourci, mais c'est vraiment, je parle de recrutement, le recrutement et marketing. Sur la partie RH, administrative, etc., j'ai plus nous on a mis en place des signatures électroniques, etc., donc je n'ai pas encore vu où était le gros volume. Je pense qu'à un moment, effectivement, tu as besoin, je pense qu'à 1500 personnes, tu ne fais pas la même chose. Par contre, ça veut dire aussi que le développement des gens, tu formes tes managers et tu leur dis tu vas développer tes mecs, quoi. Enfin, ça c'est tu transposes en fait. On a un peu redécoupé tous les classiques en fait liés à la fonction RH pour les basculer. Donc là, le recrutement sur le market, ici le développement sur les managers. Là, la fonction administrative, c'est un peu nous en tant que fondateurs qui faisons ça parce qu'on signe les contrats de travail. Donc en fait, au final, on les relie quoi. Mais c'est pas, au final, c'est pas beaucoup de temps. Mais ce qui est important de rappeler quand même, c'est que vous êtes une quarantaine. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est propre à votre structure et que vous pouvez soutenir ça, mais peut-être qu'à terme, ce sera peut-être... peut-être. Enfin, c'est clair. Après, la logique qui est derrière, quand même, c'est plutôt de regarder chaque fonction et de se dire, OK, qui est la personne qui peut mieux le faire ? Qui d'autre qu'un manager peut bien développer un mec ou une personne dans son entourage ? Moi, je vois... très honnêtement, je vois pas d'autres personnes mieux placées, quoi. Alors justement, dans vos outils, dans les moyens de recrutement, chez Flixbus par exemple, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre justement pour être un peu différenciant des autres entreprises ? Je dirais qu'on n'a pas mis particulièrement de moyens en place. On n'a pas une formule magique pour recruter les gens, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est plutôt sur la communication, sur la façon de le faire, sur le ton un peu décalé sur lequel on essaie de communiquer aussi d'un point de vue RH, la participation, mais encore une fois, à des forums, ce que tout le monde fait, mais toujours en ayant en tête justement qu'il faut quasiment qu'on rigole de nos faiblesses, ou en tout cas qu'on en fasse des forces, qu'on capitalise sur des choses. Alors il se trouve qu'on a une couleur qui est super visible, qui est le vert, qui n'est pas toujours... les gens le trouvent pas toujours très beau, mais en tout cas les gens s'en rappellent et on joue beaucoup dessus aussi. C'est con, mais c'est un élément aussi dans le recrutement et dans la marque employeur qui est assez important pour nous. Et c'est vrai que souvent la première réaction des gens c'est ah ouais, Flixbus, c'est les bus verts donc c'est bête, mais c'est des éléments assez concrets comme ça qui nous aident aussi à
à nous différencier, à faire en sorte que les gens se rappellent de nous. Et voilà. Et justement aussi, d'ailleurs, tu me disais, on t'entend essayer d'avoir un ton un peu décalé. Tu parlais des bus. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des recrutements dans les bus ou... Ouais, alors effectivement, on a tout un tas d'opérations spéciales. L'année dernière, on avait planté un bus, je sais plus à quel endroit, mais donc Flixbus, et on avait fait une journée de recrutement dans le bus, quoi. Donc des petits entretiens. Il y avait 3 ou 4 espaces dans le bus qui étaient dédiés à ça. Et ça, ça a été justement, c'était quelque chose qui était plutôt applaudi, qui était. Alors applaudi en tout cas par les gens qui ont participé. On n'a pas fait les titres du 20h, mais c'est effectivement c'est des choses qu'on aime bien faire, au même titre que. Alors là, je sors un peu du sujet. C'est plus du recrutement. Mais nos conférences de presse, par exemple, on les fait dans des bus qui roulent dans Paris. Et on a vraiment cette volonté de faire les choses un peu différemment, d'essayer de se démarquer. Et en fait, pour répondre un peu à la question de base du thème, le thème aujourd'hui, c'est quoi être sexy ? Pour moi, en fait, être sexy, c'est surtout être différent, quoi. C'est être capable de vendre quelque chose de différent. C'est pas tellement une question, encore une fois, de secteur d'activité, même de job en lui-même, mais c'est juste avoir cette capacité d'être différent, de donner envie aux gens, au moins de venir voir ce que c'est, quoi. Et une fois que ça s'est fait, le reste du boulot, c'est à nous de le faire, mais je pense qu'on a gagné déjà une bonne partie de la bataille des boîtes pas sexy sur le papier, quoi. Kylian. Même question, c'est ça ? Ouais, est-ce que vous avez fait des choses un peu, non, pas forcément décalées, parce que c'est pas forcément, voilà, mais est-ce que vous jouez justement, tu disais tout à l'heure, on est une bande d'intello, est-ce que vous jouez un petit peu, vous capitalisez un peu là-dessus quand vous faites des recrutements ou lorsque vous faites des salons de recrutement En fait, là, en disant le recrutement et marketing, on dit aussi, du coup, on assume le fait qu'une opération de recrutement, ça a un ROI. Et donc, on calcule ce qu'on a perçu grâce à cette opération. Nous, on essaie, la notoriété, c'est bien de construire une marque pour le futur, etc. Mais en fait, avoir des choses très concrètes, quand on a 10 postes ouverts en permanence, c'est encore mieux. Et donc oui, peut-être que ma réponse c'est le côté intello, on l'a mené jusqu'au bout et en fait on ose sortir d'un salon et se dire ce salon on s'est bien amusé, les gens étaient sympathiques, c'était bien organisé, mais très concrètement on n'en sortira rien du tout, donc on n'est plus là l'année prochaine, quoi. Ouais. Et c'est des trucs un peu durs parce que voilà, le côté sympathique, etc. Tu dis c'est super, oui, en notoriété il y avait du monde, ouais, super, mais si on n'a pas de candidat à la sortie d'un salon et qu'en fait on s'aperçoit qu'on n'était pas dedans, on s'est marqué quelque part dans une documentation ce salon à ne jamais refaire, quoi. Ouais. Et ça c'est un peu chiant, hein. Vous voyez, c'est moins sexy à raconter, mais en fait c'est assez efficace aussi. Et ça permet, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de vous envoyer un message aux collaborateurs qui est très très fort, qui est de dire on dissipe pas son énergie et surtout on a le droit de faire des erreurs, on les fait, mais on en tire des conséquences très très fortes et on est capable de vraiment ensuite s'y tenir. La deuxième chose, là c'est plutôt une vision, c'est quand on recrute, je pense que nous on a très bien acté le fait que le marché en fait de l'emploi, pour utiliser des gros mots journalistiques, mais le marché de l'emploi il a basculé, en fait. Il est passé complètement candidat. C'est-à-dire que on n'est plus sur un rapport où en fait moi employeur je suis bien gentil de te fournir une offre d'emploi à toi demandeur d'emploi, quoi. Ça faut arrêter. Voilà. Là le marché il est équilibré. C'est-à-dire qu'en fait si vous voulez des bons mecs, faut forcément se mettre dans une position pour pouvoir les attirer. Et les attirer, c'est pas forcément avoir la marque sexy, forcément, donc c'est pas forcément être une marque de luxe, proposer aux gens de piloter des avions de chasse, ça fait partie des métiers passion, ou autre chose qui est hyper sexy, mais c'est d'abord et avant tout, à mon sens, acter ça et avoir des rapports équilibrés avec les gens, donc être transparent dans les processus de recrutement, fournir de l'information. Moi, un entretien de recrutement, je passe toujours, je laisse la personne poser ses questions jusqu'au bout. Je la coupe pas en disant maintenant j'ai ma grille, vas-y, quoi, on y va, quoi. Je lui laisse poser ses questions jusqu'au bout et même j'essaie de voir, parce qu'en fait de la qualité de ses questions j'apprends aussi des choses finalement. J'accepte ça en fait. Ça prend des fois plus de temps, c'est sûr. Mais ce rapport équilibré, c'est vraiment pour le coup le petit truc un peu intello de noter ça, de le transmettre, de faire en sorte que tout le monde dans l'équipe. Et ce qui est pratique, c'est que ça s'auto-reproduit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a suivi un processus de recrutement, nous on a 6-7 étapes. Quelqu'un qui a
qui a suivi un processus de recrutement de 6-7 étapes où il a senti cette bienveillance et cet équilibre dans les relations, il le reproduit assez naturellement. J'ai pas besoin de le dire beaucoup de fois. Honnêtement, j'ai personne qui me rentre qui rentre dans l'art des candidats en disant vas-y. Non, les gens ont apprécié ça en fait. Généralement, c'est pour ça qu'ils viennent et donc le reproduisent. Ça, c'est extrêmement pratique et assez agréable en fait à constater. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais que tu as un angle finalement assez market du recrutement. Est-ce que justement, tu n'as pas peur de temps en temps de tomber dans un côté justement trop image et finalement à vouloir finalement se différencier, à vouloir être un peu, je dirais pas atypique, mais différent. Finalement, on tombe un peu dans les écueils de se dire je suis plus finalement très cohérent avec qui j'étais et ce que je suis et avec mon secteur. Je pense que c'est le côté intello qui nous protège de ça. C'est-à-dire, que je revendique, c'est de dire chez nous il n'y a pas de baby-foot, tu vois. Les locaux sont cool, mais il n'y a pas de baby. C'est très bien d'avoir un baby, mais c'est juste je me méfie des attributs qui ensuite sont pas finissent pas sur quelque chose de réel, tu vois. Et donc à un développeur, je vais pas lui dire il y a une console de jeu, c'est génial, viens ici, tu vois. Pour moi c'est complètement exclu. Je vais dire viens chez nous, c'est génial, il y a du pair programming. Tu vas progresser quoi. Et donc là c'est le côté oui, tu es obligé de creuser du coup. Trouver ce qui est unique, ce qui est pas présent dans les autres entreprises, trouver ce qui fait un vrai différenciant et fait une différence pour la personne. Ça reste du marketing Tu vois, ça reste du marketing, mais c'est effectivement dépasser le côté la brochure elle est en papier glacé pour dire en fait à l'intérieur de cette brochure il y a des vrais mots qui disent des vraies choses et qui font que ton job sera différent quoi. Tout à fait. Yvan, vous aussi, t'as pas peur de temps en temps, justement, tu parlais du côté décalé des choses. Effectivement, il faut pas tomber dans l'extrême inverse où finalement on vend et puis vendre surtout quelque chose qui est pas réel. Nous, encore une fois, on a des process de recrutement qui sont évidemment bien structurés. On n'a pas 6 ou 7 étapes comme chez vous. On fait aussi beaucoup de recrutement et en tout cas à mon niveau. Je dirais, c'est presque un mot qui va choquer, mais presque à l'instinct en fait. On n'a pas du tout de grille. Moi, quand je recrute quelqu'un, c'est pas, je veux pas le mettre dans des cases, quoi. Et ça, c'est évidemment tout ce qu'on veut éviter. Et finalement, on se rend compte assez vite quand même, je trouve, de qui on a en face de nous. Et on prend toujours un peu ce risque. De toute façon, quel que soit le recrutement, on prend un risque. Enfin, et on peut faire 15 étapes, ça ne changera pas le problème. Et nous, du coup, on a un peu ce côté... on y va un peu de temps en temps, je vais pas dire à l'arrache, mais il y a des choses qui prennent le dessus, quoi. Et le sentiment d'avoir quelqu'un de bien en face de nous le côté un peu live, finalement, ça te permet peut-être de dire ce talent-là, il me correspond. Parce que justement, je suis pas dans des cases, parce que je me mets pas moi-même dans des. Ça permet de pas s'enfermer dans des cases qui seraient trop compliqué, je pense, déjà à définir pour nous. Et voilà, et en fait on a quand même cette culture qui est forte. On sait un peu, on sait même très bien quel type de candidats vont fitter avec les équipes, avec les valeurs de la boîte. Et du coup on reste, malgré le fait qu'on soit devenu gros. On est une 60aine en France, donc on est encore petit en France, mais malgré tout on veut pas s'enfermer dans des cases qui nous je pense qu'ils nous aideraient pas en fait à recruter les bonnes personnes. C'est ça, donc vraiment la conclusion c'est vraiment de dire aujourd'hui vous tombez pas non plus dans l'écueil de dire notre secteur d'activité n'est pas attractif, donc nous on doit en faire des caisses, et quitte à recruter justement une masse de personnes, justement, vous faites même tampon par rapport à ça. Et pour répondre, parce que à ta question précédente, effectivement le meilleur moyen en réalité de ne pas créer de déception auprès d'un candidat, c'est effectivement d'être transparent du début à la fin et d'expliquer les choses simplement. Et Kylian, tu le disais au début, en fait, c'est pas utiliser des mots bullshit aussi bien dans les fiches de poste que pendant les entretiens. Et donc nous, on utilise des mots très simples, donc de temps en temps on peut avoir l'impression de faire face à des gens qui ne soient pas justement intellectuellement surdimensionnés, mais on préfère expliquer les choses très concrètement, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, parce que finalement il n'y a rien de pire qu'un recrutement où on vend du rêve aussi à un candidat parce qu'on a envie de l'embaucher, et où au bout de 3 mois il se barre parce que c'est pas du tout ce qu'il avait compris, et ça coûte très cher en temps, ça coûte très cher en investissement, et puis évidemment en ROI, donc c'est pas du tout quelque chose d'in fine d'intéressant sur le long terme, quoi. Donc on a vraiment cette logique de transparence, et on y passe du temps. Moi, quand je passe un entretien avec un candidat, ça peut m'arriver je regarde pas l'heure, quoi, parce que c'est effectivement les 20 minutes qu'on va économiser
en coupant l'entretien avant la fin, elles peuvent coûter 100 fois ça en temps après, une fois que le candidat est intégré et en fait ne fit pas aux équipes, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Et dernière question, lorsque vous avez un candidat en entretien, est-ce que vous le voyez un peu changer justement dans vos discours de transparence, d'authenticité, de dire voilà, j'ai vu un regard changer, un visage changer, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est vrai que comme toi, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent et qui avaient peut-être un a priori sur Flixbus en disant bon, j'y vais. Ouais, alors je pense que c'est de moins en moins vrai, parce qu'effectivement on communique de plus en plus. On est aussi une marque B2C, donc les gens nous connaissent non pas pour ce qu'on est en tant que boîte, mais pour notre produit. Et évidemment la notoriété fait que on va dire que c'est moins vrai maintenant qu'il y a 18 mois ou qu'il y a 2 ans. Mais malgré tout, effectivement, il y a des candidats qui t'entendent me disent ouais, soit je suis des candidats dont mes paroles en fait, sur lesquels mes paroles n'ont pas vraiment de prise et d'influence. Dans ce cas-là, a priori, c'est que la personne n'est pas forcément intéressée par cette culture. La chose inverse, c'est effectivement, de temps en temps, on a des candidats qui disent ah ouais, j'aime beaucoup ce que j'entends, quoi, et je ne l'avais pas forcément intégré avant de venir. Et donc, quand on entend ça, a priori, c'est qu'on est plutôt dans la bonne direction, en tout cas, qu'on partage les mêmes choses, et c'est plutôt un bon début pour un recrutement. Ouais. Merci beaucoup Yvon. J'espère que vous vous sentez un peu plus sexy. Je ne parle pas de vous, mais de vos entreprises respectives. Je vous remercie pour votre transparence et votre sincérité. On parlait d'authenticité. Merci pour tout. Bravo.